nous allons nous poser la question suivante. Pourquoi est-ce que la récession est là et qu'on ne la voit pas? On sait que la récession, elle est là en Chine, elle est bien là en Allemagne, les répercussions sont même fortes en Allemagne, et la France n'est pas sans reste puisqu'elle souffre terriblement de la récession, même si personne n'en parle et même si nous ne nous en rendons pas compte. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus les effets de la récession? Eh bien, pour cela, nous allons devoir nous intéresser à un terme économique et philosophique qui est l'inertie. Parce que si la récession, nous ne la voyons pas, eh bien c'est à cause de ce mécanisme que l'on appelle l'inertie. Mais qu'est donc l'inertie? L'inertie, si nous prenons ce terme au niveau de la physique, eh bien c'est un mécanisme qui se caractérise par un manque d'activité, qui est donc inerte, qui ne bouge pas ou qui reste en mouvement de la même manière, sans accélération, sans décélération, toujours au même rythme. Ce phénomène d'inertie se retrouve également au niveau économique et là, si on prend le cas d'une entreprise, eh bien, ça serait l'incapacité pour une entreprise de répercuter rapidement une situation, que ce soit sur le prix, etc. Donc, c'est une incapacité à intervenir rapidement et à s'adapter rapidement dans un système économique. Ce mot peut également se retrouver au niveau étatique puisque les États peuvent être amenés aussi à réagir le plus rapidement possible face à une situation et il faut bien dire que les systèmes des États sont souvent des systèmes qui sont lourds, difficiles à mettre en route et que les traditions et les habitudes sont fortes et qu'il est toujours très difficile de modifier des lois ou des institutions. Et tout cela, eh bien, c'est à cause de quoi? Eh bien, c'est à cause de ce fameux mot, l'inertie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passerait si il n'y avait pas d'inertie? Eh bien, s'il n'y avait pas d'inertie, ça serait le chaos généralisé, parce que du jour au lendemain, tout pourrait changer du kit au double. Vous pourriez, au niveau personne, bien, aujourd'hui aller travailler et ne pas savoir si demain vous aurez encore le même emploi. Ce système existe d'ailleurs un petit peu plus aux États-Unis où certains emplois, eh bien, c'est à la journée ou à la semaine et quand vous avez fini votre semaine, eh bien, vous ne savez pas si la semaine suivante vous serez repris. Chez nous, c'est un petit peu plus sécurisant, mais aux États-Unis, voilà un exemple. Mais sinon, eh bien, au niveau de votre travail, vous avez un contrat de travail, vous savez, vous allez travailler à durée déterminée, 6 mois, 1 an, 2 ans, ou de manière indéterminée. Vous êtes quand même assez rassuré. Vous savez le montant de votre salaire, vous savez quand vous allez être payé, comment vous allez être payé, sur quel compte vous allez être payé. Vous savez à quelle époque vous allez payer vos impôts, votre revenu cadastral, vos taxes, quand est-ce que vous allez aller voter, quand vous allez partir en vacances, quand est-ce que vous avez vos congés payés. Tout est régulé de manière à ce qu'il n'y ait pas d'incertitude. Et tout cela, eh bien, au niveau psychologique, premièrement, ça vous empêche d'être angoissé, puisque la prévision permet d'être dans une certaine quiétude et rassuré face à l'avenir. Et c'est aussi une façon de réguler le système économique et étatique. C'est grâce à l'inertie, à la prévision et à des règles bien précises que le système tourne et que ça nous permet de vivre de manière équilibrée, stable et non dans l'incertitude, l'inquiétude, dans l'innovation constante, dans le changement, dans l'improvisation qui ne ferait qu'apporter des heurts, des perturbations et des conséquences dommageables tant au niveau psychologique, économique, financier et social. Par conséquent, eh bien, l'inertie, ça permet pour un État de se protéger de toutes les perturbations qui pourraient être économiques, politiques et sociales. Alors nous savons que en mars 2022, eh bien, après une longue période liée au Covid où on a fait tourner la planche à billets à fond les caisses, eh bien, les taux ont commencé à augmenter et c'est apparu juste comme par hasard au moment de l'apparition de la crise Ukraine-Russie. En fait, on nous a fait croire que les hausses des taux étaient liées justement à la crise en question géopolitique, mais au fait, ce n'était que la résultante de ce qui s'était passé pendant le Covid, c'était l'effet billet magique.
Alors, il nous faudra attendre plus ou moins un an, c'est-à-dire avril 2023, pour voir quand même le seuil de douleur des taux revenir vers des taux un peu plus agréables, dirons-nous, pour le commun des mortels, qui est un taux de 3-4%. Après ces taux-là, ça devient quand même légèrement plus douloureux pour chacun d'entre nous. Mais bon, les taux ont commencé à rediminuer, mais tout cela ne va pas sans conséquence, puisque chacun sait que lorsqu'il y a des hausses aussi importantes et aussi rapides, eh bien les conséquences à long terme, si on laisse aller le système et si on n'intervient pas, eh bien une récession s'installe. C'est la logique des choses, c'est l'économie, c'est comme ça, et la récession s'installe. Même si les taux ont commencé à se réduire et à être moins forts depuis avril 2023. La récession est donc bien là, quoi qu'on en dise et qu'on essaye de nous faire croire le contraire, mais nous ne la voyons pas encore dans tous les secteurs d'activité, mais il y en a un seul où c'est clair et visible, c'est dans l'immobilier. Évidemment, il ne faut pas se réjouir trop vite, les autres secteurs d'activité économique seront également touchés dans un proche avenir. Évidemment, on verra arriver ce qui est la résultante de la récession, c'est-à-dire le chômage, les fermetures d'entreprises, et c'est déjà là. Même si on ne nous en parle pas encore, mais il suffit d'aller voir les chiffres et les statistiques et vous verrez que le taux de faillite et de défaut de paiement est de plus en plus important et n'a jamais été aussi important depuis 2020 que maintenant. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la contagion dans les autres secteurs et cela sera sûrement d'application, malheureusement pour 2024. On nous annonce un début de trimestre 2024 particulièrement difficile au niveau économique et surtout social. Donc, la réponse à notre question de cette vidéo, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit pas encore les effets de la récession? Eh bien, c'est à cause du phénomène de l'inertie qui est aussi bien un mécanisme physique qu'économique. Deux, eh bien, on voit que les intérêts ont augmenté et les taux d'intérêt, les taux ont augmenté. On a vu que les taux ont augmenté rapidement, mais que les effets, eh bien, se répercutent en premier sur l'immobilier, qui est le premier à être touché, et les autres secteurs ne devraient pas y échapper, en tout cas dans le premier trimestre 2024. 3, eh bien, on peut reconnaître que l'inertie, c'est quelque chose qui est obligatoire pour que le monde puisse tourner, que les États puissent tourner et que les individus soient aussi également le mieux encadrés. L'inertie se caractérise au niveau étatique principalement par son phénomène de complexité. En effet, la complexité vient nourrir l'inertie et on peut citer comme complexité bien la mondialisation, les transitions énergétiques, les lois que l'on crée, les RGPD, j'y arriverai, etc. Ce sont tous des éléments qui viennent complexifier le système, qui le rend lourd, difficile à modifier et à transformer, et par conséquent, ça nourrit l'inertie et ça empêche le système de trop vite être contaminé par des éléments fluctuants qui permettraient soit d'améliorer ou de détruire le système. La récession est donc bien là, et on peut le percevoir au niveau immobilier puisque actuellement 97% des achats immobiliers sont à crédit et les autres secteurs n'y échapperont pas malheureusement. Alors la récession, vous le savez tous ce que c'est, eh bien c'est une croissance négative pendant deux trimestres consécutifs. Certains appellent ça une croissance négative. Je vous renvoie au terme de Madame Lagarde qui a un jour dit que c'était une croissance négative et pas une baisse d'activité. Alors, si on reprend l'historique, il y a quand même eu pas beaucoup dans l'histoire de l'économie de récession, vraiment grosse récession. On en a eu peut-être 4-5 depuis 1970. Alors, quelles sont celles que l'on peut citer? Eh bien, on citera par exemple en 1975
celle liée au choc pétrolier. En 1993, eh bien, celle liée à la réunification entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. En 2009, la fameuse crise des subprimes. Et en 2020, celle qui a été la conséquence du Covid. Maintenant, il faut faire une petite différence entre les trois premiers que je vous ai cités et la dernière que je vous ai citée, celle liée au Covid, parce que là, on n'est pas tout à fait d'accord sur le terme, parce que entre récession et effondrement, il y a quand même une légère différence de notion. En effet, quand vous reprenez la récession, et l'effondrement, c'est deux choses totalement différentes. Et comment on les différencie? Eh bien, c'est que l'effondrement, eh bien, l'inertie, la vitesse de l'inertie est inférieure à la vitesse de la récession. C'est un effondrement total du jour au lendemain. L'économie passe de 100 à 0. C'est le cas du Covid. On a fermé les robinets, le monde s'est arrêté de tourner et ça a été un effondrement. C'était pas tellement une récession au sens où on le voit, puisque là, la récession, c'est un mécanisme de contagion qui se fait progressivement et il n'y a pas un effondrement total du jour au lendemain. C'est une diminution de la vitesse de l'inertie qui se fait tout simplement sentir sous l'impact des éléments en question. Pourquoi est-ce qu'on a eu un effondrement? Eh bien, c'était premièrement parce qu'on a fermé les robinets, pas uniquement d'un pays, mais du monde entier, ce qui a été unique en son genre. Donc là, il y a eu une baisse brutale et un arrêt complet de l'économie au niveau mondial. Et deuxièmement, il y a eu le fameux système de la politique de quoi qu'il en coûte, où on a déversé une multitude d'argent magique pour maintenir le système. Et tout cela, eh bien, n'a eu que pour conséquence eh bien, un effondrement équivalent un peu au système d'une récession, mais c'est une récession à mettre entre guillemets, puisque cette dernière récession est plus un effondrement, et il faut dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans le monde, je crois que c'est la unique fois, ou peut-être pendant une guerre, et je n'en suis même pas sûr, que le système s'est effondré à ce point au niveau mondial. Alors, si nous prenons le cas de la France, qui nous intéresse plus particulièrement, ben, la récession, elle n'est pas du tout petite, mais elle est même très grave, même si on n'en parle pas. Si on prend au niveau de l'industrie, ben, l'indice PMI industrie est à 42, ce qui le ramène au niveau qu'il était à la première crise Covid. Et si on prend le PMI service qui est à 43,3, on revient quasiment à la deuxième crise Covid de novembre 2020. On n'avait plus jamais eu des chiffres aussi mauvais, équivalents à ce qu'on avait connu pendant le Covid. Donc ça laisse quand même envisager que c'est quand même pas une petite affaire qui est en train de se passer, puisqu'on a des taux équivalents à un pays complètement fermé. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Et si on prend le PMI composé complet, eh bien, on se situe aux environs de 43,7. Donc, pas de quoi être tranquille, puisque théoriquement, on doit être au-dessus de 50 pour dire qu'on se trouve en croissance plus ou moins nulle. Alors, si on prend au niveau européen, eh bien, le PMI composite est à 51, donc on passe juste la moyenne, donc là on s'en sort pas trop mal. Et il y a qu'au niveau des industries où ça va mal, mais au niveau service, on s'en sort pas trop mal. Par contre, du côté États-Unis, eh bien, eux, ils s'en sortent de justesse. Donc, eux, ils ont, au niveau industrie, un peu de problème. Au niveau service, ils passent la moyenne. Par conséquent, ben, ils ne sont pas tout à fait en récession. Et au niveau composite, eh bien, ils passent à 51. Donc, ils sont un peu au-dessus de la croissance. Mais bon, c'est la France qui a l'air d'avoir le plus de mal pour l'instant, ainsi que l'Allemagne. Alors, ben, tout ça, ça ne nous amène rien de bon pour 2024. Et en ce qui concerne l'inflation, eh bien, on doit également se rendre compte que les prix, ce n'est pas parce qu'il y a de la récession que les prix vont baisser. L'inflation est toujours là et les prix sont toujours relativement hauts, surtout au niveau de l'alimentation, du sucre. Je vous ai mis quelques exemples.
Et au niveau pétrole, on est relativement plus bas que ce que l'on était par le passé, mais rien ne laisse envisager que ça va rester aussi bas et qu'il ne faut pas craindre une remontée des prix également des barils de pétrole, d'électricité, des coûts énergétiques. Même si ça a baissé, le coût au niveau alimentaire est quand même fort haut. Et pour certains ménages, eh bien, ça peut augmenter le panier de la ménagère de 50% suivant les revenus que l'on dispose dans son patrimoine. Et par conséquent, eh bien, ça n'a rien de réjouissant pour l'ensemble de la population. Et ce n'est pas la récession qui va nous faire baisser les prix alimentaires. Alors, bien, tout ça, en plus d'amener une récession des prix qui vont être relativement élevés, et à cela, eh bien, qu'on nous annonce qu'il n'y aura pas non plus de diminution des taux comme on l'avait prévu d'une dizaine de fois, mais seulement de 3-4 fois, donc on se maintiendra vers les 3-4%, et les prix de l'alimentation qui risquent d'être élevés et les prix énergétiques qui risquent de remonter. À cela s'ajoute la récession, on va avoir du chômage, des entreprises qui vont faire faillite, donc ça ne va pas améliorer le système du panier de la ménagère. Par conséquent, eh bien, profitez bien de vos fêtes de fin d'année. Parce que l'année 2024 et principalement le premier trimestre 2024 risque de s'être marqué par une instabilité politique et surtout sociale, parce que s'il y a beaucoup de chômage, de perte d'entreprise, de faillite, etc., ça risque de faire très mal en ce début d'année. Alors profitez le temps que vous le pouvez encore. J'avais aussi envie de vous ajouter un petit point, c'est une analyse minoritaire, mais elle vaut peut-être la peine de s'y attarder. J'en ai déjà soulevé 2-3 fois un point dans les vidéos précédentes, donc je vais le faire ici, comme ça sera fait. Eh bien, certains analystes, qui est la théorie minoritaire pour l'instant, eux, sont de tendance à dire que oui, il y a une récession, mais le risque serait plus grand d'aller vers une hyperinflation. C'est une théorie qui est minoritaire, mais qui vaut peut-être la peine aussi de s'y attarder. Je vous donne les deux théories. Après, vous faites un peu comme il vous semble, ou vous tenez compte des deux, ou vous ne la retenez pas. On sait que quand les taux sont hauts, obligatoirement, on va vers une récession, mais certains ont tendance de dire qu'on ne va pas aller vers une récession, mais qu'on va plutôt aller vers une hyperinflation. Alors voyons ça d'un peu plus près. Eh bien, l'hyperinflation, qu'est-ce que c'est? Comment la différence qui tombe de l'inflation? L'inflation, c'est une hausse des taux et une hausse des prix. L'hyperinflation, eh bien, c'est une hausse des prix, mais qui s'accompagne d'une perte de valeur de la monnaie. On peut rappeler deux épisodes hyperinflationnistes, ça a été l'Allemagne de Weimar et également le cas qui s'est produit au Zimbabwe ces dernières années. Dans l'histoire de Weimar, eh bien, l'inflation avait été rapide et discrète au départ. En 1918, on avait 2%, puis ça a passé très rapidement à 4%. En 1920, on était monté à 12%, et après 1920, ça a monté à des taux extrêmes. Le point commun entre ces époques-là et maintenant, c'est qu'il y a une impression effrénée de la monnaie, la fameuse planche à billets. On imprimait, on imprimait, on imprimait, on imprimait, et c'est cela qui a mené à l'époque, et au Zimbabwe aussi, à l'hyperinflation. Il faut bien se rendre compte que si on compare par rapport à cette époque-là, eh bien, nos 50% d'inflation, ce que nous avons sur un an, eh bien, c'est la moitié de ce qui a été imprimé à l'époque que je vous parle de l'Allemagne de Weimar. En un an, on a fait presque la moitié de ce qu'il y avait eu à cette époque-là. C'est énorme. Et ça représente un peu la porte ouverte
certains le disent, que l'inflation serait la porte ouverte à l'hyperinflation et que l'hyperinflation serait en fait beaucoup pire qu'un krach boursier ou que la récession en elle-même. Pourquoi c'est pire que la récession? Eh bien, c'est parce qu'au fond, ici, comme il y a une baisse de la valeur de la monnaie, eh bien, tout le monde devient plus pauvre. On est tous en train de perdre de l'argent et à devenir plus pauvres. On perd la richesse du pays, mais également les gens deviennent de plus en plus pauvres. C'est pire qu'un krach boursier, c'est pire qu'une récession, c'est pire que tout ce que vous pouvez avoir, puisque du jour au lendemain, vos 100 euros valent plus peut-être que 1 euro ou 0, tout simplement. Donc tout le monde devient pauvre, y compris les riches. L'État, bien évidemment. Alors, il faut bien se rendre compte que comme on est dans un système un peu particulier, eh bien, il faudrait bien qu'on intervienne dans le système économique pour remettre un peu les pendules à l'heure. Malheureusement, tant l'Europe que le monde, on est un peu coincé parce que utiliser la planche à billets, c'est ce qu'il faudrait faire, mais bon, les États sont tellement endettés que c'est plus possible. Et augmenter les taux, si on les augmente trop, eh bien, c'est la récession et on va avoir un effet pervers à long terme. Donc, les États et les organismes financiers, BCE, etc., l'Europe et les organisations internationales sont un peu coincés entre planche à billets et augmentation des taux ou baisse des taux, mais pas trop, mais il en faut quand même. Donc, voilà, on est un peu coincé. Et du coup, ils ne savent plus trop comment faire. Et la question que j'essaie de voir, c'est comment ne pas tout perdre si on allait vers l'hyperinflation. Bien, dans ce cas-là, il faudra absolument essayer d'acheter des allocations anti-inflation, essayer d'éviter d'investir dans tout ce qui est des bulles, le but serait de ne pas perdre d'argent, mais pour ne pas perdre d'argent, il faudra obligatoirement supprimer toutes nos devises nationales, puisque nous serions dans le pays qui serait en hyperinflation et qui perdrait de l'argent et l'argent n'ayant plus de valeur, il faudrait liquider notre argent, nos devises, pour ceux qui le voudraient encore, puisque l'argent ne vaudrait plus rien, donc il ne faudrait pas attendre trop longtemps pour se liquider de ça. Et donc, certains ont tendance à dire qu'il faudrait protéger ses avoirs, soit par des actifs, évidemment, physiques comme l'or, l'argent, etc., mais également par des devises plus solides et étrangères pour notre cas qui nous occupe ici, soit les dollars, puisque ça pourrait arriver en dollars, comme ça pourrait arriver en euros, parce que si le dollar s'effondre par le système du pétrodollar qui viendrait à disparaître, puis l'euro suivrait et on perdrait de la valeur. De toute façon, s'il y a une récession, l'euro perdra nécessairement de la valeur, donc il faut essayer d'aller vers des devises solides étrangères, hors euro et dollars. Alors, évitez aussi les SCPI pour les Français. Essayez de rester en cash, mais comme je vous dis, le moins possible dans la devise nationale de votre pays, puisque si c'est l'euro qui s'effondre, vous n'aurez plus rien. Donc, essayez quand même de partager pour avoir de l'euro pour pouvoir vivre et vous nourrir, etc., vous et votre famille, mais essayez aussi d'en avoir en devise étrangère. On parle souvent du franc suisse qui n'a pas trop mal marché, du Japon qui n'est pas trop mal non plus, le yen. Le yuan, on n'en trouve pas beaucoup, mais bon, voilà pourquoi pas. Vous pouvez aussi aller vers de la couronne norvégienne, de la couronne suédoise. Certains parlent aussi de la stabilité du dollar canadien. À une certaine époque, en tout cas, Loïc Abadi, en 1990, en parlait comme une devise de référence. Donc, pourquoi pas. Donc, peut-être mélanger un peu de l'or, de l'argent et des devises étrangères que vous sentez bien. Il y a peut-être des devises africaines ou sud-américaines, bien que l'Amérique du Sud est quasiment tout maintenant dollar américain. Hein. Donc voilà. Mais bon, certaines ont tendance à vouloir revenir à des monnaies nationales et pour ceux que ça intéresse, il y a aussi des obligations d'État qui sont vraiment intéressantes dans les pays latino-américains. Donc si ça vous intéresse, allez faire un petit tour par là. Ça vaut peut-être la peine de s'y intéresser en achetant en petite quantité, bien évidemment, et de manière raisonnée. Voilà.
Alors, vous pouvez aussi investir dans des crypto-monnaies. Paraît-il que ça serait la solution. Moi, je n'y connais rien, donc je vous le cite. Certains sont favorables à ça. Moi, franchement, je n'y connais pas grand-chose et je n'y connais rien. Mais enfin, je vous le cite. Et alors, investir dans des secteurs boursiers qui marchent même en cas d'hyperinflation ou de récession. On sait que tout ce qui est alimentaire et énergétique sont des valeurs défensives qui résisteront à des cracks boursiers et à des hyperinflations parce qu'il faudra toujours manger, il faudra toujours se chauffer et alimenter en énergie les entreprises. Par conséquent, ce sont des secteurs d'activité à privilégier dans votre portefeuille d'actifs, par exemple même des McDonald's, etc. Tout cela, ce sont des domaines qui risquent de résister à l'apocalypse si ça devait avoir lieu. Donc voilà, je tenais à vous faire part un petit peu de cet effondrement silencieux que certains appellent ainsi l'hyperinflation. Ira-t-on vers ça? J'espère que non, parce que sinon ça serait la fin des haricots. Mais bon, c'est un cas à évoquer, c'est une analyse minoritaire. Il faut pouvoir ici entendre les différentes théories qui existent sur le marché, dont la majorité vont vers la récession, ce qui paraît logique, mais l'hyperinflation serait aussi, pour certains, une conséquence qui pourrait avoir à long terme suite aux conséquences de la mauvaise gestion financière au niveau mondial.